Bonjour et bienvenue sur la Banque Postale Asset Management Télévision pour notre point d'actualité mensuel sur les marchés financiers en compagnie de Rachid Medjaoui. Rachid, bonjour. Bonjour. Bon alors, les marchés plafonnent. À partir du deuxième trimestre, les marchés font du yo-yo, mais sans vraiment aucune tendance. Oui, mais alors les résultats d'entreprise avaient pourtant été très bons, ça aurait dû tirer un peu à la hausse, non? C'est vrai que les résultats ont été même meilleurs que prévu, puisqu'à peu près 60 à 70% des entreprises ont battu les attentes. Et puis, bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que les chiffres d'affaires également augmentent, avec apparemment les entreprises qui arrivent à faire passer des hausses de prix pour limiter l'impact des hausses des matières premières. Mais pourquoi les bourses ne montent pas alors? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Les trois plus importants sont que la croissance économique est toujours sur un sentier positif, mais contrairement au premier trimestre, les économies sont plutôt en train de réviser à la baisse leurs perspectives de croissance pour trois raisons. Deux transitoires, qui est le choc japonais. Deux, des effets climatiques aux États-Unis qui ont pesé sur la croissance au premier trimestre, et un effet peut-être plus durable qui est la hausse des matières premières. Deuxième facteur qui inquiète également les marchés, c'est justement cette hausse des matières premières dont on craint qu'elles finissent par peser sur les marges des entreprises. Alors pour le moment, ça s'est bien passé au premier trimestre, mais on redoute au troisième, voire peut-être au quatrième trimestre, des résultats moins importants. Et puis enfin, cette hausse des matières premières et de l'inflation se traduit de nouveau par des hausses de taux d'intérêt assez importants dans les pays émergents. Et donc, de nouveau, on craint que ces banques centrales émergentes aient la main lourde et finissent par casser la croissance économique. Alors, parmi ces trois raisons, est-ce que il y en a une qu'il faut qu'on surveille plus attentivement? Je crois que très clairement, et on l'avait dit dès le début de l'année, c'est l'inflation et notamment l'inflation dans les pays émergents. Je viens de dire, la hausse des taux en Inde est très forte, de nouveau, en Russie. Les Chinois également resserrent leur politique monétaire. L'inflation, cette hausse des matières premières, c'est également encore une fois un problème pour les marges des entreprises potentiellement. Et puis on voit que même dans les pays développés où l'inflation quand même commence à devenir importante, eh bien les banques centrales, s'énervent un petit peu. Monsieur Trichet a augmenté les taux d'intérêt en avril, mais Monsieur Bernanke, qui a eu un message encore plutôt consignant, nous dit que si les anticipations d'inflation commencent à déraper, il n'hésitera pas à augmenter le taux d'intérêt. Donc c'est clairement ce facteur-là qu'il va falloir surveiller. Mais bon, pour l'instant, les marchés plafonnent. Je pense que vous connaissez l'adage qui dit « sell in May and go away », c'est-à-dire vendez en mai, quittez. Vous y croyez? On voit ressortir ces calculs qui montrent que depuis 1950, si vous faites des calculs sur le Dow Jones avec toutes les précautions qu'il faut prendre, eh bien la performance entre novembre et mai est de l'ordre de 7% à peu près en moyenne depuis 50 ans, alors qu'entre mai et octobre, elle est pratiquement égale à zéro, voire légèrement négative. Mais donc Rachid, vous êtes superstitieux? Non, je crois qu'il ne faut pas être superstitieux. Je crois qu'il faut, quand on rentre dans le détail des calculs, en réalité, il y a eu plus d'années où les marchés ont monté entre mai et octobre. En revanche, il y a eu quelques années, à peu près une dizaine, où les marchés ont très fortement baissé, une baisse supérieure à 10%, mais pas pour des raisons de saisonnalité ou de superstition, mais plutôt parce qu'il y a eu des événements macroéconomiques très importants. 2001-2002, crise, éclatement de la bulle techno, et puis 2008, crise financière, crise économique. Donc, il n'y a rien de superstitieux là-dedans. Je crois que ce qui est important, c'est de suivre les fondamentaux qui vont de nouveau expliquer l'évolution des marchés. Alors, ces fondamentaux, si on y revient, on va parler de la dette. La dette en Grèce, une restructuration, ça vous paraît probable? Alors il y a d'énormes anticipations de nouveau dans le marché sur cet événement. Les obligations grecques s'écroulent de nouveau. Alors attention, il y a très peu de liquidités. Si vous voulez acheter dans le marché des obligations grecques, vous n'y arrivez pas. Mais grosso modo, le marché table sur ce type d'événement. La position de la Banque Postale Asset Management est peut-être un peu non consensuelle. Nous n'y croyons pas à court terme, pour deux raisons essentielles. La première, c'est que quels sont les investisseurs qui détiennent des obligations grecques? C'est en très grande partie les banques en zone euro, et donc il faudra d'abord restaurer le bilan des banques avant, le cas échéant, de procéder à une restructuration, et il va falloir attendre au moins les tests de résistance pour voir dans quel état sont les bilans des banques et certainement procéder à des hausses de fonds propres. Ça, c'est la première chose qui fait que pour nous, ça ne peut pas arriver à court terme. Et puis, deuxième raison, qui est une raison plus historique, c'est-à-dire que quand vous regardez l'histoire des restructurations, il y en a eu depuis la nuit des temps, je dirais, et notamment dans un certain nombre de pays émergents dans les années 80-90. Ça montre quoi? Ça montre que si vous voulez qu'une restructuration finalement ait des conséquences à terme positives, parce que c'est ça l'objectif, eh bien, il faut assez paradoxalement faire la restructuration quand la situation est en train de s'améliorer. C'est-à-dire que quand le pays a réussi à stabiliser sa dette et même à l'améliorer. Donc c'est un peu trop tôt. Pour nous, c'est plutôt 2012-2013 que le risque est important.
Alors pour finir, peut-être un mot sur le dollar, parce que l'écart se creuse avec l'euro. Ça, c'est plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle? Là aussi, il ne faudrait pas qu'il y ait d'excès, mais je dirais que la baisse du dollar ou la hausse de l'euro que l'on a eue depuis, on a approché pratiquement les 1,50. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 1,47, 1,48, est plutôt pour nous une bonne nouvelle. Pourquoi? La première chose, c'est qu'elle limite la facture pétrolière de la zone euro. Or, exprimé en euros, la hausse du pétrole commençait à battre des records, pratiquement le record de 2008. Deuxième chose, cette baisse du dollar, et ça c'est très important, s'accompagne par une appréciation des devises des pays émergents. Et on sait que un des moyens certainement les plus efficaces pour lutter contre l'inflation dans les pays émergents, et c'est le facteur de risque numéro 1 pour nous, eh bien c'est que ces pays acceptent que leur devise monte, donc c'est en train de le faire. Et puis, troisième chose, il faut bien voir qu'un certain nombre de pays comme les États-Unis, le Japon ou l'Angleterre, ils ont le choix entre soit laisser leur monnaie se déprécier, soit accepter une hausse des taux d'intérêt. Et clairement, dans le cas des États-Unis notamment, mais pas simplement, la première solution est la meilleure. Donc, tant que cette baisse du dollar ne devient pas trop importante, alors c'est quoi trop important? Pour nous, on peut aller à 1,55, 1,60. Ça ne devrait pas avoir trop d'impact négatif. Au-delà, en revanche, clairement, les inconvénients deviendront beaucoup plus importants. Se ressentira en Europe. Voilà. Alors maintenant, on va passer à votre stratégie. On va débuter avec les actions. Si on se projette au-delà de, je dirais, de ces 1 à 3 mois où on peut avoir des marchés qui sont sans direction, on garde un cap plutôt positif parce que, encore une fois, le ralentissement économique que l'on pourrait avoir, pour nous, il est transitoire. On espère que cette problématique de l'inflation, eh bien, on finisse par se calmer. Et puis, on fait l'hypothèse que, encore une fois, la santé financière des entreprises va perdurer. Et puis, il y a deux autres facteurs techniques qui devraient aider, in fine, les marchés. C'est l'évaluation, c'est-à-dire que, les marchés, peut-être, il faut quitter les marchés à court terme parce qu'il y a un risque de consolidation ou de plafonnement, mais qu'est-ce qu'on achète? Le monétaire, même si les taux augmentent un petit peu, reste très très faible, et puis les obligations, on va en parler, il y a toujours un risque de dégradation, donc par défaut, les actions restent un des meilleurs actifs, et puis le facteur, je dirais, des fusions-acquisitions qui devrait reprendre, et on est assez positif sur ce facteur-là, donc attention à court terme, peut-être être un peu plus prudent qu'on a été par rapport au début d'année, mais je dirais qu'à moyen terme, il nous semble que les perspectives, il y a encore un potentiel d'appréciation. Et donc les obligations, vous en parliez, là il y a un risque, vous pensez, plus important? Alors, sur les obligations d'État, c'est-à-dire que la direction des taux d'intérêt, pour nous, ne fait aucun doute. Les taux doivent continuer à monter, et donc on sait que lorsque les taux d'intérêt montent, eh bien, le prix des obligations baisse. Après, c'est une question, bien entendu, de rythme. Je dirais que si on devait complètement se baser sur des évaluations classiques, il faudrait être assez prudent. On est prudent, mais pas trop. Pourquoi? Parce qu'on sait que, notamment aux États-Unis, la Banque centrale fera tout ce qu'elle peut pour éviter que cette hausse des taux soit trop importante. Donc on est sous-pondéré sur les obligations d'État, mais relativement limité. Du côté des obligations d'entreprise privées, qui reste un des segments majeurs, on reste positif. La performance a été relativement importante, je dirais, ces derniers trimestres. Il y a bien entendu, l'essentiel des gains est derrière nous, mais nous considérons qu'il y a encore un potentiel et que c'est une classe d'actifs sur lequel il faut encore rester investi, même si il est peut-être un peu trop tard pour en remettre pour ceux qui n'en avaient pas. Et on termine avec les devises. Le dollar a fortement baissé, ça a été très très vite, puisqu'on est passé de 1,40 à peu près pratiquement à 1,50 très très rapidement. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait une consolidation et que le dollar revienne contre l'euro, mais pour nous, on reste quand même à l'écart de la devise américaine. Clairement, quand on regarde le discours de M. Trichet et de M. Bernanke, M. Trichet veut plutôt augmenter les taux, même s'il ne devrait pas le faire au mois de juin, mais derrière, il va le faire. Et M. Bernanke nous dit que, certes, il n'y aura plus d'assouplissement quantitatif de la politique monétaire, ces fameuses quantitative easing, mais il ne va pas augmenter les taux à court terme. Le problème de la dette, c'est que Standard & Poor's a émis un avis, une alerte, qui est une alerte sans frais, mais sur la dette américaine. Et donc tout ça doit se traduire par un dollar qui doit plutôt rester sous pression. On reste également négatif sur le yen, parce que les Japonais n'ont aucune autre solution que de laisser filer leur monnaie. Et puis la devise britannique, pour nous, doit rester sous pression, parce que s'il y a un pays où le risque de stagflation est le plus important, c'est bien le Royaume-Uni. Voilà. Rachid, merci beaucoup. Merci à vous. Et on vérifiera tout ce que vous venez de nous dire le mois prochain alors.